Pour donner une idée de l'ampleur de la croissance du nombre d'amendements par rapport au dernier cas de PLF pour lequel nous avions procédé à une nouvelle lecture, je vous rappelle les chiffres de ce PLF pour 2024. 641 amendements avaient été déposés, alors même que le nombre d'articles en discussion s'élevait à 241, ce qui n'est pas si différent des 263 articles en discussion cette année. Je rappelle que le nombre d'amendements à examiner n'inclut pas différents amendements jugés irrecevables, soit au titre de l'article 40 de la Constitution, soit au titre de la LOLF, soit au titre de la règle de l'entonnoir, à savoir l'impossibilité clairement définie par la Constitution d'introduire des dispositions autres que celles en relation directe avec une disposition restant en discussion à ce stade en discussion. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, le Conseil constitutionnel juge, je cite, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre Assemblée. Cette exigence d'une relation directe et pas seulement indirecte avec les dispositions en discussion s'applique dès le stade de la CMP, donc également en nouvelle lecture. Un amendement méconnaissant cette jurisprudence doit donc être déclaré irrecevable. De façon générale, toute disposition qui a figuré dans le texte initialement déposé dans le texte adopté par le Sénat peut être modifiée ou rétablie. En revanche, les dispositions qui avaient été introduites lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée ne peuvent pas être réintroduites car l'Assemblée a rejeté le texte en première lecture et dès lors, aucun article additionnel résultant des délibérations de l'Assemblée avant ce rejet n'est en discussion. J'insiste sur ce point car plusieurs auteurs d'amendements se sont prévalus d'une adoption en première lecture à l'Assemblée pour proposer des articles additionnels qui, en fait, ne peuvent plus l'être en nouvelle lecture dans la mesure où ils ne figuraient ni dans le texte initial du projet, ni dans le texte adopté par le Sénat. C'est une conséquence automatique du rejet de l'ensemble du PLF par l'Assemblée en première lecture. Pour les crédits budgétaires, l'ensemble des crédits peuvent être encore modifiés sur l'ensemble des programmes de l'ensemble des missions dans la limite des règles de recevabilité financière applicables aux amendements de crédit. En revanche, il n'est pas possible de proposer une disposition nouvelle, et cela vaut évidemment si la disposition nouvelle prend la forme d'un article additionnel, mais aussi s'il s'agit d'un complément artificiel à un article. L'an dernier, nous n'avions pas eu une nouvelle lecture, mais au stade de la CMP, j'avais été amené, en accord avec le président Raynal, à considérer comme recevables certaines propositions d'instauration de recettes supplémentaires. En effet, dans sa décision numéro 2011-642 DC sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré une disposition qui avait été introduite dans le texte du PLFSS par le gouvernement après la réunion de la CMP afin d'assurer un surcroît de ressources. Il avait en effet pris en considération le fait que les prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement de la sécurité sociale lors de son dépôt avaient été modifiées dans le sens d'une dégradation lors du débat et que la disposition nouvelle introduite était expressément destinée à permettre de compenser cette dégradation des prévisions et de l'équilibre financier proposés dans le texte. Cette année, les prévisions économiques initiales associées au projet de loi de finances n'ont pas été modifiées depuis le dépôt du texte. En revanche, les mesures adoptées en PLFSS, postérieurement à l'examen de la première partie du PLF en première lecture au Sénat, ont conduit à une dégradation de 6,6 milliards d'euros de l'équilibre financier proposé en PLF. Il s'agit d'une circonstance de droit et non de fait, mais dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait relevé dans sa décision de 2011 qu'il convenait de tenir compte des modifications des, je cite, circonstances de droit ou de fait, survenant en cours d'examen du texte, j'en ai déduit que la transposition du raisonnement de 2011 était légitime. Par conséquent, j'ai considéré qu'étaient recevables les amendements proposant de nouvelles hausses de recettes ou bien des économies supplémentaires destinées à rétablir l'équilibre financier proposé dans le projet initial et à compenser la dégradation résultant des mesures votées en PLFSS. Il fallait toutefois que les auteurs des amendements justifient précisément dans l'exposé sommaire de l'amendement le fait de déroger ainsi à la règle de l'entonnoir pour ce seul motif, comme c'est d'ailleurs également le cas lors des autres dérogations à la règle de l'entonnoir admises par le Conseil constitutionnel sont mises en œuvre par des amendements. Cette dérogation ne s'appliquait qu'à des amendements proposant des hausses brutes de recettes ou bien des économies supplémentaires dont les montants étaient chiffrés ou estimés et qui étaient contenus dans l'enveloppe de la dégradation de l'équilibre résultant du PLFSS et strictement affectés au budget de l'État. Ainsi, un amendement proposant une hausse de recettes supérieure à 6,6 milliards d'euros ne pouvait être jugé recevable en application de ce raisonnement. De même, un amendement affectant une recette fiscale nouvelle ou une hausse de recettes à une personne morale autre que l'État ne pouvait être jugé recevable sur ce fondement.
Il en allait ainsi pour des amendements proposant, par exemple, de modifier les dispositions relatives à la CSG qui bénéficient aux organismes de sécurité sociale ou des dispositions relatives aux redevances affectées aux agences de l'eau ou encore des dispositions relatives à la CFE qui bénéficient aux collectivités. Enfin, des propositions ayant pour objet de moduler selon différents paramètres des recettes fiscales existantes. Certains de ces paramètres conduisant à atténuer les recettes perçues et d'autres conduisant à compenser ces diminutions ne pouvaient pas non plus entrer dans cette dérogation à la règle de l'entonnoir. C'était par exemple le cas des amendements qui proposaient de substituer de nouveaux barèmes de droits de succession, dans certains cas plus avantageux et dans d'autres moindres, ou encore d'instituer un nouveau barème de l'impôt sur les sociétés. De même, des propositions de refonte d'un dispositif fiscal existant ne pouvaient pas non plus se prévaloir de cette dérogation, pas plus que les propositions de dispositifs fiscaux nouveaux ayant une finalité incitative ou comportementale et non de rendement. Pour être clair, un amendement qui ne faisait pas seulement que augmenter les recettes ou que baisser les dépenses, mais qui pouvait avoir un effet sur une mesure fiscale, j'allais dire structurelle sur l'impôt lui-même, j'ai considéré qu'on n'était plus dans le cadre de cette dérogation. Tout cela se comprend aisément dès lors qu'on leur rappelle que cette dérogation à la règle de l'entonnoir, qui a pour seul objet de permettre de dégager des recettes supplémentaires ou de proposer des économies nouvelles, ne peut pas être étendue de façon excessive, sauf à être totalement dévoyée. Elle ne doit pas être un moyen détourné d'avoir un débat général sur l'ensemble des choix fiscaux qui a vocation à se tenir exclusivement lors de la première lecture. Pour autant, si certains des amendements qui ne pouvaient entrer dans le cadre de cette dérogation ne pourront pas être corrigés pour la séance, en revanche, certains autres, s'ils sont précisément chiffrés et justifiés au regard de cette dérogation par leurs auteurs d'ici la séance, devraient pouvoir alors recevoir un avis favorable que, j'espère, la présidente de l'Assemblée pourra suivre. Je tiens à souligner que cette dérogation n'est pas une invention de circonstance. Elle trouve un cheminement à partir de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en décembre 2011, dans laquelle il avait accepté qu'on ait pu introduire une réforme des paramètres applicables aux retraites postérieurement à la première lecture du PLFSS, donc une mesure à la fois symboliquement forte et produisant un rendement significatif. Et à partir du fait que les décisions intervenues cette année lors de l'examen du PLF en 2026 ont dégradé significativement l'équilibre du budget de l'État, et qu'il serait étrange de vouloir que le législateur financier ne puisse pas avoir toutes les cartes en main pour remédier à cette dégradation, soit par des économies supplémentaires, soit par des recettes supplémentaires.